Le phénomène de la villégiature est apparu au Québec au milieu du 19e siècle. Plusieurs bourgeois de cette époque quittaient la ville quelques semaines par année, en quête d'air pur et de repos. À partir de la seconde moitié du 20e siècle, le phénomène de la villégiature se répand partout au Québec. L'automobile et l'augmentation des revenus familiaux permettent à plusieurs ménages de la classe moyenne d'acquérir de petits lopins de terre en bordure des lacs et des cours d'eau ou à proximité de sites récréo-touristiques. Le développement de l'activité de la villégiature a entraîné une nouvelle forme d'occupation du territoire qui n'a cessé de s'accentuer depuis son apparition. On a décidé d'acheter cette terre-là parce qu'on voulait avoir un pied à terre dans le coin. On a comme but, c'est un projet de retraite, là. Donc, on a comme but de se construire un camp pour pouvoir passer quelques jours de temps en temps, profiter de la région, profiter du boisé, là, du lot boisé, là, de la terre à bois. Faire des projets. On a une liste là, très longue là, de ce qu'on voudrait faire comme projet ici. Pour Claude, biologiste à l'aube de la retraite, acquérir une terre forestière comme projet de retraite était inévitable. Cette terre, il l'a cherchée longtemps. C'est dans la région de Chaudière-Appalaches qu'il a arrêté son choix. L'objectif de Claude est de faire de sa terre essentiellement un lieu de villégiature. Notre but, ça a été... c'est ça, c'est essentiellement pour des besoins de villégiature. C'est-à-dire qu'on voulait avoir un pied à terre dans la région ici. On est venu dans la région, on est dans la région du Parc régional des Appalaches. On était venu faire, en fait, le dernier voyage avec les enfants qu'on a fait, c'était dans la région ici. Puis on avait bien aimé. Fait que on cherchait dans le coin, puis... Il y avait le fait aussi que, par rapport à ce qu'on voulait acheter comme terre à bois, par rapport aux moyens qu'on avait, c'était pas mal dans la région ici que ça correspondait aux moyens financiers qu'on avait à notre disposition. Pour connaître la forêt, bien, il faut la marcher, puis il faut l'inventorier. OK? Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a marché... C'est une petite terre de 22 acres. C'est pas très grand. Donc, c'était possible vraiment de compter les arbres un par un, là, presque, là, dans le sens qu'on s'était fixé une limite sur le diamètre des arbres qu'on voulait inventorier. C'était 25 cm. Donc, c'est des arbres de quand même bonne dimension. Et on a marché toute la terre, presque chaque mètre carré. Chaque fois qu'on voyait un arbre de cette dimension-là, on l'inventoriait, on prenait un GPS, on le cartographiait, on le mesurait, on prenait des notes sur son état de santé. Bref, on faisait un inventaire des arbres les plus matures du lot. Et à la fin, ça nous a pris à peu près... Bon, on faisait ça à temps partiel, là, veut pas. Puis ça nous a pris à peu près 3 ou 4 mois, puis on a quand même fait le tour. Puis à la fin, je pense qu'on avait au-delà de 450 arbres qu'on avait inventoriés, cartographiés. Et puis ça m'a permis d'avoir... Puis en marchant chaque mètre carré, bien, c'est la meilleure façon de connaître son territoire. L'occupation et le développement des espaces de villégiature au Québec ont souvent été entrepris sans planification d'ensemble, au gré des initiatives de propriétaires fonciers ou de promoteurs. Ces situations ont entraîné la multiplication des accès aux plans d'eau, le morcellement des meilleures terres arables, des implantations de bâtiments qui ne respectent pas l'environnement et de nombreux conflits d'utilisation du sol. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, les MRC et les municipalités demandent aux propriétaires fonciers de respecter une série de règles. Parfois, cela peut paraître bureaucratique, mais au final, tout le monde y gagne et les milieux sont préservés. Quand on achète une terre comme ça, effectivement, comme c'est une petite terre, c'est faisable de faire une foresterie de jardinage, si on veut, là, et de se fixer des objectifs à petite échelle, dire que... Puis en même temps, comme c'est une petite superficie, on le sait que ce ne sera jamais une forêt qui va produire un gros volume de bois. Donc, là, des objectifs qu'on a, c'est vraiment plus des objectifs de créer une forêt comme on veut, OK? C'est un bien qu'on veut léguer aussi à nos enfants, à nos petits-enfants. Donc, on veut avoir une forêt qui est le plus
saine au point de vue écologique. Donc, ce qui fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on ne fera pas de coupe à blanc. Ça va être des coupes de jardinage où on va récolter une tige à gauche et à droite, en fonction de l'accessibilité, évidemment, puis en fonction de la disponibilité de l'arbre, puis des conditions du terrain, mais ça ne sera jamais des coupes de grande dimension parce que c'est un petit territoire. Donc, le jardinage qu'on fait, c'est créer une forêt qui tient compte de ce qui va se passer dans les 20, dans mon cas, moi, c'est dans les 20 ou 30 prochaines années, mais même à plus long terme que ça encore. La priorité, présentement, c'est de commencer à construire le camp pour qu'on puisse vraiment avoir le loisir de passer plus de temps sur place, là, comme tel. Le biologiste possède une longueur d'avance par sa connaissance des espèces végétales. Il s'est fixé comme objectif de réintroduire sur sa terre plus d'espèces de feuillus afin de diversifier au maximum son milieu forestier dans ce nouveau contexte de changement climatique. Les arbres qu'on va jardiner ou qu'on va favoriser, c'est des espèces qui vont être justement favorisées par les changements climatiques. Et on va même introduire des nouvelles espèces qu'on ne trouve pas sur le terrain ici, mais qui sont dans la région. Donc, on parle de chêne rouge, de frêne. Il va probablement y avoir d'autres essences, de l'érable à sucre également. Donc, on va vraiment là, introduire des espèces qu'on sait qui devraient normalement être favorisées à très long terme dans le secteur ici. Les premiers arbres que j'ai récoltés, c'est les arbres qui étaient dans les peuplements dont la strate arborescente est dominée par le feuillu. Donc, je sais que c'est un peuplement qui est favorable au feuillu, mais qui est envahi, entre guillemets, par du sapin, puis un peu d'épinette à travers. Donc, les premiers arbres que je suis allé chercher, c'est ces arbres-là, parce que c'est ces peuplements-là que je veux, entre autres, aménager à long terme, que je veux reboiser avec du chêne, avec du frêne. Donc, ça a été la première intervention. Puis là, une fois qu'on va avoir passé à travers, on va voir, entre guillemets, sarclé, si on peut le voir comme ça, les peuplements de feuillus, on va voir est-ce qu'on a suffisamment de bois. Si on n'a pas suffisamment, bien là, on ira voir dans les autres secteurs de la Terre pour voir où est-ce que ça vaudrait la peine, où est-ce que ce serait prioritaire. Tout le monde ne possède pas nécessairement de compétences en biologie. Parfois, il faut se faire aider pour bien identifier le potentiel de son terrain. C'est ici qu'entrent en jeu les ingénieurs forestiers. Un ingénieur forestier est en mesure d'aménager, de planifier et d'intégrer tous les aspects de l'aménagement forestier durable. Ils sont tout près de 2000 au Québec, comme Yann, à posséder les connaissances nécessaires pour faire de votre rêve de villégiature une réalité. Bien, la première étape, c'est vraiment d'entrer en contact avec le propriétaire, de cerner ses objectifs. Donc, on le rencontre, on va marcher avec lui sur le terrain, puis on y explique ce que nous, on ferait. Dans le fond, il y a souvent une première rencontre avec un technicien forestier. Puis, le technicien forestier, la première étape, c'est de produire un plan d'aménagement forestier. Donc, il va faire une marche, prendre une marche sur le terrain. Par la suite, il prend de l'inventaire, il regarde la forêt ressemble à quoi, puis il produit un document qui est le plan d'aménagement forestier. Puis ça l'aide vraiment le propriétaire à voir à quoi ressemble sa forêt, puis on fait aussi des suggestions de travaux. On conseille le propriétaire convenablement, là. Moi, j'ai fait affaire avec un groupement forestier parce que c'est des gens qui sont formés pour ça et qui offrent des bons... En tout cas, moi, j'ai fait affaire avec le groupement forestier de Montmagny, puis ils offraient des bons services. C'est-à-dire que je voyais qu'ils... C'était évident que c'était pas la première fois qu'ils faisaient ça. Là. Fait que, il y avait beaucoup d'expérience, puis il offrait des bons conseils. Moi, j'ai travaillé aussi dans une faculté de foresterie, fait que j'ai eu à côtoyer des ingénieurs forestiers, puis j'ai discuté avec ces ingénieurs-là. On a parlé un peu de sylviculture, puis je voyais très bien que ça ressemblait aux discussions que j'avais avec les ingénieurs forestiers dans une faculté de foresterie. Donc, c'est pour ça que les conseils d'un ingénieur forestier, les conseils d'un groupement forestier, je pense, c'est la façon la plus... surtout si on ne connaît vraiment pas ça, c'est comme consulter un médecin. Là. On n'a pas le choix. Là. On a besoin des conseils de quelqu'un qui a l'expertise, qui a toutes les connaissances pour pouvoir nous conseiller. Si le propriétaire nous le demande, on peut également faire un plan d'aménagement forestier faune aussi. Puis on estime un peu
le potentiel faunique de chacun des peuplements, puis ce qui pourrait être fait pour avoir plus de chevreuils, par exemple, ou améliorer l'habitat de l'orignal ou de la perdrix, peu importe. Donc ça, c'est possible aussi. Le potentiel financier, on peut l'estimer parce qu'on a des volumes forestiers qu'on a, mais pour avoir vraiment une idée de la valeur marchande d'une terre, il faut faire une évaluation forestière. Okay. Donc là, ça, c'est un document qui est différent aussi. C'est faisable de faire du jardinage, de loisirs, de faire de la foresterie artisanale à petite échelle, parce que le but, c'est pas une rentabilité économique. Donc, on n'a pas de... C'est ça, on n'a pas de contraintes, on n'a pas d'attente non plus. Puis, c'est ça. Moi, ce que j'ai fait, j'ai mon certificat de producteur forestier pour justement avoir un plan d'aménagement. Et on a marché avec un technicien forestier. Puis, il a, lui, émis des recommandations sur certains types d'interventions qui vont être faisables. Et je sais qu'il y a un secteur du lot boisé où il faut faire une coupe de régénération. Ce qu'on entend par là, c'est qu'il faut ouvrir le peuplement parce qu'on voit quand on marche la forêt, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de semis au sol parce que la forêt est trop dense. Donc, on sait qu'à ces endroits-là, ça va être possible il faut commencer à éclaircir la forêt pour permettre une régénération. Donc, le deuxième endroit que je vais aller pour récolter ces arbres-là, les arbres dont je vais avoir besoin, ça va être dans ce peuplement-là. Et là, je vais pouvoir faire affaire avec le groupement forestier qui va pouvoir justement me conseiller. On aura compris que d'aménager une terre aussi petite qu'elle soit demande du temps et beaucoup d'investissements individuels. Claude Sanson fait lui-même la coupe de son bois lorsque requis. Moi, je n'ai pas d'objectif de rentabilité économique. Je n'ai pas le stress de dire qu'il faut que je paye mes taxes avec le bois que je veux récolter. C'est pas ça, là. Puis j'ai pas des frais d'exploitation qui sont très élevés. J'ai juste un petit VTT que j'ai acheté de seconde main. J'ai une petite débusqueuse que j'ai achetée, qu'on a acquis de seconde main également. Fait que, tu sais, c'est pour cette raison-là que c'est possible de faire ce genre de projet-là, parce qu'il n'y a pas la pression de vouloir rentabiliser, du point de vue économique, un investissement. Je ne manipule jamais une scie à chaîne tout seul. Quand je viens tout seul, à moins de cas d'urgence, là. Mais je ne manipule jamais une scie à chaîne à moins d'avoir quelqu'un avec moi. Donc, parce que c'est justement, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Puis on a beau faire attention, des fois, ça passe proche. L'arbre tombe, mais pas tout à fait à l'endroit que tu voulais. Tu reçois des branches sur la tête, mais tu as un casque. Il faut que tu prennes le temps aussi de t'équiper pour faire attention à toutes ces affaires-là. Mais le métier de travailleur forestier, c'est un des métiers les plus dangereux. Il ne faut jamais être pressé quand on fait... Il ne faut pas dire qu'on va battre tous ces arbres-là aujourd'hui. Je veux dire, oui, si c'est possible, mais sinon... Si on en abat seulement que 2 ou 3 aujourd'hui, ça sera ça. Puis moi, je le fais un peu de cette façon-là parce que comme on vient seulement, on fait des allers-retours dans la même journée, on arrive le matin, on repart le soir. Donc, c'est jamais des gros chantiers que je fais. Donc, j'abats le nombre d'arbres que je sais que je suis capable aujourd'hui, puis ça ira la prochaine fois après. L'important, c'est pas d'aller vite, c'est de se rendre jusqu'au bout. Ça prendra le temps qu'il faut, mais c'est pas plus grave que ça. Puis la meilleure façon d'aller vite, c'est de prendre son temps. Ça fait plaisir.